Bonsoir et bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur l'appel syndical à faire grève le 31 mars. 7 syndicats sont pour, mais c'est un front désuni sur le projet de loi El Khomri. Et autre mobilisation, celle du 9 mars. Les jeunes veulent défier l'exécutif. Alors la jeunesse dans la rue, c'est l'angoisse de tous les gouvernements. Et c'est le thème de notre débat tout à l'heure. L'Europe, véritable épouvantail sur tous les sujets, migrants, frontières, crise agricole, terrorisme. Le projet européen se heurte à la dure réalité. Alors pour mieux comprendre les défis actuels, on va plonger ce soir dans le passé pas très lointain d'une Europe qui s'est construite dans l'intérêt des peuples. De nombreux invités à notre compagnie. Enfin, l'entretien ce soir, son mandat s'achève demain. Après 9 années à la tête du Conseil constitutionnel, il a dépoussiéré l'institution de la rue de Montpensier. Jean-Louis Debré va se consacrer à l'écriture de ses romans et d'un livre, Confidence, qui fait déjà frémir la classe politique en toute liberté et sans devoir de réserve. Il est mon invité tout à l'heure. Voilà pour le programme. Merci de votre fidélité. Tout de suite, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. Calais n'est pas une salle d'attente pour migrants. Déclaration de David Cameron aux côtés de François Hollande. Tout à l'heure, à Amiens, le dossier migratoire était au cœur du 34e sommet franco-britannique. Face à la crise, la Grande-Bretagne augmente son aide à la France. Clotilde Hazard. 22 millions pour renforcer la sécurité à Calais. C'est la somme que David Cameron s'engage à débloquer. À Amiens, le Premier ministre britannique est resté ferme. La Manche doit rester infranchissable pour les migrants. Nous avons des frontières solides, nous les surveillons ensemble pour dire aux gens qu'ils devraient demander l'asile en France et s'ils ne le font pas, ils devraient retourner dans leur pays. Seule concession, les mineurs isolés pourront rejoindre leur famille outre-Manche, mais seulement celles déjà régularisées. Cette nouvelle aide financière est la bienvenue pour Calais où la situation ne cesse de s'enliser. La France gère au quotidien la sécurisation du port et du tunnel sous la Manche, mais aussi l'accueil de migrants, toujours nombreux et décidés à rejoindre le Royaume-Uni. Sur fond de campagne pour le référendum sur le Brexit, François Hollande a tenu à rappeler l'importance du rôle de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne à l'heure de cette grave crise migratoire. Ma responsabilité, c'est de travailler avec le gouvernement britannique pour que nous puissions trouver les meilleures solutions pour traiter la question des réfugiés, parce que ce qui est en cause, là, ce n'est plus simplement la présence d'un pays dans l'Union européenne, c'est l'Europe elle-même qui est en danger. Les deux pays ont par ailleurs renforcé leurs relations bilatérales par la signature d'un contrat d'armement et d'énergie. Dans ce contexte et dans celui d'une éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, Emmanuel Macron fait monter la pression. Dans une interview au Financial Times, le ministre de l'économie avertit qu'en cas de Brexit, la France ne retiendrait plus les migrants à Calais. À Calais, justement, 9 migrants se sont cousus la bouche pour protester contre le démantèlement du bidonville. Où est votre démocratie, pouvait-on lire sur les pancartes brandies par ces réfugiés. Pendant ce temps, l'évacuation se poursuit. Faustine Saint-Geniès. Des bouches cousues en signe de protestation. Ces migrants iraniens manifestent leur désespoir dans les allées du bidonville de Calais, à l'abri de caravanes vouées à être détruites. Allez-vous nous écouter maintenant? Nous sommes des êtres humains, peut-on lire sur leurs pancartes. Pendant une dizaine de minutes, ces 9 hommes défilent dans le camp pour dénoncer le démantèlement de la partie sud de la jungle avant de se disperser devant les CRS. Hier déjà, 8 de leurs compatriotes se cousaient les lèvres avec du fil et des aiguilles après la destruction de leur cabane. Un geste désespéré alors que le balai des ouvriers et des pelleteuses se poursuit sous la protection d'une trentaine de véhicules anti-émeutes sur le terrain boueux et dans un vent glacial. Depuis lundi, premier jour de l'évacuation, 1 hectare environ sur les 7 que compte la zone sud a déjà été évacué. Un secteur où vivent 1000 migrants selon la préfecture, près de 3500 selon les ONG. 21,2 milliards d'euros, presque un trésor de guerre pour Bercy dans sa lutte contre la fraude fiscale. Le ministère des Finances annonce un rendement record pour 2015, performance due à un meilleur contrôle des entreprises et à la politique contre les exilés fiscaux. 7 syndicats, dont la CGT, FO et Solidaire, appellent à la grève le 31 mars. Ils veulent le retrait de la réforme El Khomri, l'intersyndicale qui pourtant se divise sur la méthode. 5 autres formations, dont la CFDT, veulent trouver un compromis avec le gouvernement. Clotilde Hazard.
La mobilisation syndicale contre la loi El Khomri se fera en ordre dispersé. Aujourd'hui, la ministre du Travail recevait plusieurs représentants, divisés entre ceux réformistes favorables à des amendements sur le texte et ceux pour un retrait pur et simple. On n'était pas dans une démarche d'amendement du projet de loi, donc nous on n'a rien à demander à la ministre, sauf à lui dire que son projet de loi, il n'est pas bon, et que par contre nous avons des propositions, et qu'elle doit écouter les propositions de la première organisation qui représente les salariés dans ce pays aujourd'hui. Ce matin, à la réunion intersyndicale, seuls 5 syndicats, dont la CFDT sur 11, ont signé la déclaration commune. Face à la montée du chômage, à la montée de la précarité, à la montée de la pauvreté, il n'est pas possible de refuser de bouger. Il faut bouger, mais il faut bouger dans le sens de la sécurisation des salariés et au-delà des salariés d'ailleurs de l'ensemble des travailleurs précaires ou bien des nouvelles formes d'emploi par exemple. D'autres concertations bilatérales sont prévues du 7 au 9 mars. Manuel Valls réunira l'ensemble des partenaires sociaux le lundi 14 mars. C'est la tradition, vous le savez, les ténors politiques sont comme chaque année au Salon de l'Agriculture. Le candidat à la primaire de la droite, Alain Juppé, y a même croisé François Bayrou, le patron du Modem. Le centriste qui ne sera pas candidat en 2017 si le maire de Bordeaux remporte la primaire. Et puis, visite moins attendue, celle d'Emmanuel Macron. Vous le voyez sur ces images, vous allez peut-être le voir. Le ministre de l'économie était cet après-midi auprès des agriculteurs. On l'a appris ce matin, la mort d'Yves Guéna, l'ancien président du Conseil constitutionnel, s'est éteint à l'âge de 93 ans, figure du gaullisme à 17 ans. Il rejoint le général à Londres en juin 1940 et s'engage dans les forces françaises libres. En 1989, Yves Guéna devient sénateur de Dordogne. Dans un communiqué, Gérard Larcher a salué sa mémoire. Une des dernières grandes figures de la France libre, a dit le président du Sénat. On passe à notre premier débat. Y a-t-il encore un avenir, une vision commune entre pays de l'Union européenne? La crise des migrants a mis en relief les lacunes de l'Europe politique. On en parle avec Sonia et ses invités. Oui, un 34e sommet franco-britannique a été essentiellement évidemment consacré à la question des migrants. Et derrière ce sommet, en toile de fond, il y a bien sûr l'éventualité d'un Brexit. Et plus largement, cette question, que signifie encore l'Europe aujourd'hui? Quel projet, quelle vision? L'Europe est devenue un véritable épouvantail. Alors pour mieux comprendre les défis actuels, on va se plonger dans le passé pas si lointain de cette Europe qui, je vous le rappelle, s'est construite dans l'intérêt des peuples d'abord. On en parle avec nos invités ce soir. Jean-Noël Jeannet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, historien, universitaire, auteur de très nombreux ouvrages d'histoire et de réflexion. Nous accompagne Pascale Joannin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman, qui est un centre de recherche sur les questions européennes. Nous accompagne aussi Jean-Marie Roire, bienvenue. Bonsoir à vous, académicien, romancier, essayiste. Alors madame, messieurs, on va parler évidemment de l'actualité, des défis actuels. Mais Jean-Noël Jeannet, il y a encore quelques jours, à l'occasion du 100e anniversaire de la bataille de Verdun, on a évoqué ce que l'Europe a apporté en termes de paix et de préservation de la paix. On a l'impression que ce poids de l'histoire, on l'oublie. On oublie ce qu'a apporté l'Europe face à ces défis actuels. On a grand tort. À la trappe. On a grand tort de l'oublier. Au fond, il y a depuis très longtemps, comme le disait Denis de Rougemont, qui était un grand européiste, il y a un désir d'union sur ce continent. Et puis il y a eu 3 solutions. Il y a eu d'abord l'idée que Dante développait, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait un chef, un patron, quelqu'un qui conquiert l'Europe et qui le soumette à sa volonté. C'était éventuellement l'empereur. À un autre moment, ça a été Napoléon. Hitler, dans les couleurs les plus sombres. Il y avait une deuxième solution, c'était d'organiser l'Europe avec un certain nombre de puissances qui pourraient coordonner leurs efforts et tant bien que mal assurer une paix chaotante, évidemment en écrasant le principe des nationalités. Et puis, il y a eu cette 3e idée magnifique, tout à fait neuve. On cherchait du côté des Grecs autrefois quelques précédents, il n'y en avait guère. C'est-à-dire la libre rencontre d'un certain nombre de peuples qui décidaient d'associer leur réalité, leur tradition, sans renoncer d'ailleurs à leur spécificité propre à chacun, de les associer pour constituer un lieu qui soit un lieu de communauté. Au service de quoi? Au service de la paix, bien sûr, au premier chef, puisqu'on avait déjà essayé à partir de 1919, tant bien que mal. Il y a eu des précédents intéressants dans les années 20, ensuite évidemment écrasés par la crise et par le nazisme. Mais à partir de 1945, 1950, il y a eu un dialogue d'une nouveauté rare et magnifique entre l'Allemagne et la France, qui ont décidé qu'ils allaient surmonter leurs séculaires oppositions
qu'ils allaient se rappeler que l'Allemagne avait été vaincue en 1945 et la France en 1940, et qu'ils allaient par conséquent organiser cet ensemble, chose tout à fait nouvelle, au service de la paix, mais aussi, disait-on, c'est très important, de la prospérité. La paix, cas, nous l'avons pour l'instant. La prospérité, c'est un autre défi. Pascal Joannin, c'est important de se rappeler cela. Hein. Bien sûr. Surtout en ce moment, où on parle d'un moment historique, inédit, un point de rupture. Alors, tout à fait, parce que 1950, on voit défiler ici les bases de l'Union. 5 ans, jour pour jour, après la Seconde Guerre mondiale, le ministre des Affaires étrangères français, en effet, fait cette déclaration. Alors à l'époque, il y a peu de médias, mais c'est le début, etc., qui est assez fracassante, assez renversante. 5 ans après la Seconde Guerre mondiale, il dit on va mettre ensemble, en effet, le charbon et l'acier, c'est-à-dire les deux matières premières de l'époque, celles qui permettaient de construire des armes, de faire tourner l'économie, la sidérurgie, etc. Donc ces deux matières premières, et on va donc créer cette communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est donc la première communauté européenne, 5 ans, jour pour jour, après la Seconde Guerre mondiale. Avec en effet l'Allemagne, puisque tout ça s'est fait un peu avec le soutien de l'Allemagne, qui ne pouvait pas apparaître comme celle qui proposait, compte tenu de ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire le passé très immédiat, là, pour le coup, du nazisme en Allemagne. Et aujourd'hui encore, on s'aperçoit que ce tandem franco-allemand, les 6 même, mais ce tandem franco-allemand, ce couple, ce moteur, est essentiel dans la progression de l'Union européenne. Et aujourd'hui, peut-être que si l'Europe patine un peu sur la question migratoire... Un peu beaucoup. On y reviendra. Mais si en effet ça n'avance pas aussi vite que certains le souhaiteraient, c'est peut-être parce que jusqu'à présent, la France et l'Allemagne sur ce sujet et sur d'autres n'étaient pas au diapason. Alors, il semblerait que demain, la chancelière allemande vienne à Paris rencontrer le président français. Vous savez qu'il y a un sommet avec la Turquie lundi prochain. Très important. Et que si en effet on commence à parler avec la France et l'Allemagne avant pour essayer de se mettre d'accord, peut-être qu'on arrivera à un accord le jour du sommet et que peut-être qu'on entraînera, comme on l'a fait en 1950 et après, d'autres pays européens pour que justement on continue parce qu'on a besoin d'être fort. Et vous rappelez l'importance de ce moteur. On va poursuivre justement ce voyage dans le passé. Un mot, Jean Miroir, si on se transporte dans l'avenir, plus tard, quand les historiens vont se pencher sur cette période que nous vivons, nous, c'est-à-dire avec une Europe face aux différentes crises des migrants, les frontières, le terrorisme, la crise économique, la crise agricole, c'est une période horribilis. Oui, mais je crois qu'en effet, il faut venir, je crois que aux origines, qui sont en effet la guerre de 14, qui ont transformé l'âme française. Et parce que la France est un peuple guerrier. C'est un peuple guerrier qui subitement, avec la guerre de 14, est devenu un peuple pacifiste. Mais donc, en effet, elle est allée vers l'Europe avec cette idée d'une paix et d'une réconciliation avec l'Allemagne, qui était l'ennemi héréditaire. Mais en même temps, elle a forcé un peu sa nature. Parce que la France, c'est un pays qui ne se considère pas comme les autres. C'est un pays qui considère qu'il a une mission, qui est un pays qui a une vocation universelle. Et d'ailleurs, la fameuse phrase du général de Gaulle, la France a un pacte multiséculaire. Il y a un pacte multiséculaire entre la France, la grandeur de la France et la liberté du monde. Franchement, ça montre la difficulté, ça montre qu'il y a un caractère original de la France et que les Français ne sont pas allés de gaieté de cœur vers l'Europe. Il a fallu, évidemment, qu'un homme comme le général de Gaulle, qui n'était pas soupçonné de ne pas être un patriote, les entraîne. Et à ce moment-là, ils ont accepté parce qu'ils se sont dit qu'ils garderaient une partie de leur personnalité. Et d'ailleurs, il y a un texte que moi je trouve passionnant de Bernard Grasset, l'éditeur, qui avait préfacé un livre de Seeburg, un spécialiste de l'Allemagne, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Dieu est-il français ?» Et Bernard Grasset disait « Naturellement, le français ne va pas vers l'Europe, qui est un échelon intermédiaire. Ou bien il est français à part entière, ou bien il est citoyen du monde. » Vous voulez réagir? Oui, simplement parce que quand on dit le général de Gaulle, il a, en 58, avant, il était un peu en dehors, s'étant lui-même mis un peu en retrait de la vie politique. En 1958, donc on a entre-temps créé la communauté économique européenne, la CK est devenue la CE, et on n'a pas de bouleversement. Le général de Gaulle ne renverse pas la table. Il continue l'Union européenne. Enfin, ça a été une surprise. Voilà, ça a été une surprise. Ça a été une surprise parce que je vous signale que le RPR
Bien sûr, mais c'est ça. C'est Alain ça, c'est-à-dire Pépite qu'il y a le une raconte dans ses continuité. mémoires. C'est-à-dire que ce projet lancé par Robert Schuman, Jean Monnet, Adenauer, Gasperi en 1950 et avalisé en 1957, eh bien, on n'a jamais remis en cause. Et donc, la succession des présidents divers et variés, quand l'alternance en 80 est arrivée également. Donc, il y a ce projet européen, c'est 66 ans, Oui. 66 ans aujourd'hui, enfin cette année, et on n'a jamais. Il y a eu des crises déjà. On en a. Alors là, on peut parler de la chaise vide, si vous voulez. On parle de la vision de la France, mais il y a aussi celle du Royaume-Uni qui nous fait pas mal de misère aujourd'hui. Mais il y a une continuité. Et on n'a jamais d'hommes qui ont renversé la table en disant non, on ne veut plus du projet européen. C'est votre avis? Oui, je crois qu'il faut rendre hommage à la 4e République, qu'on critique d'ailleurs à bon escient pour beaucoup d'inefficacité, mais qui crée, qui accepte de faire le traité de Rome, c'est-à-dire d'une part l'Euratom et d'autre part l'Union économique. Aujourd'hui, on est on 58 ans après les traités de Rome, on est 30 ans après les accords de Schengen, on est 25 ans après les traités de Maastricht. Dites-moi à quoi ressemble l'Europe aujourd'hui. Mais je veux m'arrêter un instant. Vous vous enthousiasmez sur le passé. Je veux m'arrêter un instant sur 1954, parce que c'est l'échec de la communauté européenne de défense. Et qu'à cette occasion, beaucoup d'éléments surgissent qui expliquent aussi aujourd'hui la difficulté, puisqu'il s'agirait de faire une grande unification des armées, l'armée allemande et l'armée française. Ça n'est pas possible parce que c'est trop tôt après la guerre pour les Français, parce que les Allemands ont désormais le goût d'être délibérément pacifistes, mais du même coup, on trouve là, alors que c'était un projet français à l'origine, on trouve là l'origine d'une question qui est aujourd'hui centrale et qu'on rencontre dans tous les débats et qu'on va rencontrer à Amiens et ailleurs, qu'on a rencontré dans les dialogues avec l'Angleterre. Je veux dire, est-ce qu'on peut continuer d'être un continent qui demeure désarmé? Il y a un politiste américain qui a dit qu'on ne pouvait pas éternellement être Vénus d'un côté et Mars de l'autre. Vénus, ce serait l'Europe et Mars, ce serait les États-Unis. On va explorer aussi les responsabilités. Mais c'est très important. C'est important aussi. Est-ce qu'il y a aussi, Jean-Marie Aron, une responsabilité, une grande responsabilité d'ailleurs des élites, de droite comme de gauche, qui ont affirmé pendant des décennies qu'elles menaient justement cette construction européenne pour les peuples, dans l'intérêt des peuples. Or, aujourd'hui, on voit que n'a vraiment pas tenu compte loin des peuples. On a parlé en leur nom. Mais rappelez-vous, il y a eu plusieurs référendums, notamment il y a un référendum sur la Constitution européenne, les Français ont répondu non. Quelle a été la réponse des élites? Eh bien, ça a été de passer en dehors du peuple. Donc, le peuple a compris que, d'une certaine façon, le libéralisme européen, l'atlantisme européen, tout cela, ça amenait les puissants contre les petits. Et c'est vrai qu'il y a, d'une certaine façon, on voit bien dans les votes, eh bien, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que les lobbies européens sont extraordinairement importants et que les petits n'ont personne pour les défendre. Donc je pense que, moi, si Robert Schuman, si le général de Gaulle revenait, je ne crois pas du tout qu'il serait heureux de cette Europe-là. Je pense qu'il serait terriblement déçu. Dès l'origine, très important, parce que dès l'origine, on a choisi du côté des constructeurs de l'Europe les élites contre le peuple. C'était déjà le cas dans les années 20. Et Jean Monnet, qui est certes un père de l'Europe, a toujours joué de la rencontre des syndicalistes, des hommes politiques, des intellectuels. Il pensait que l'ensemble de la création européenne serait de la sorte entraînée. Et ensuite, on s'est aperçu... on n'en a pas beaucoup vu. Ah bon, il y a beaucoup d'intellectuels. Je veux dire, au départ, mais après, énormément. Après, c'est plutôt, on a plutôt vu l'argent dominer l'Europe que les intellectuels. Je ne dis pas le contraire. Et le projet vraiment humaniste de l'Europe, on le cherche. Donc ça pose la question... Vous le savez très bien, je veux dire, les puissants en Europe, la puissance, c'est l'argent. Il y a les lobbies, enfin tout le monde le sait qu'à Bruxelles, il y a énormément de lobbies, les multinationales sont reines. Mais... Donc, et pourquoi est-ce qu'il y a une défiance populaire vis-à-vis de l'Europe? C'est là qu'on rejoint De Gaulle. Je suis pas d'accord. Regardez en Grèce, il y a eu un référendum au mois de juillet. L'année dernière, pas il y a 10 ans, pas il y a 50 ans. Les Grecs qui ont souffert de la crise économique, qui ont eu besoin. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les Grecs? Ils ont dit, mais nous, on ne veut pas sortir de la zone euro. On veut rester européens. Non, mais attendez, c'est quand même flagrant. C'est-à-dire qu'ils étaient très remontés. Ils étaient très remontés. Alors, moi, je trouve qu'en effet... Pascal Joannin, pardonnez-moi, on peut vous citer d'autres référendums, et notamment des traités en France. On n'a pas respecté, finalement, l'avis du peuple, et c'est peut-être ça où il y a une profonde blessure. L'avis du peuple, il a été... Il fallait sortir de la crise dans laquelle on était. On a mis un traité qui n'est pas la Constitution européenne que Giscard qui a appelé de ses voeux lors de la Convention. On n'a pas cette Constitution européenne. On a aujourd'hui un traité
qui a été mise en place, mais c'est un traité de plus. Hein, c'est pas cette position européenne. Mais Jean-Marie Roire a raison de dire qu'on ne peut pas construire l'Europe sans le peuple, et que par conséquent, il faut faire ce que De Gaulle demandait pour la France. Il en parlait à Perfit. Il faut que l'État surplombe les intérêts, parce que sinon, disait-il. Attendez, vous avez vraiment l'impression que c'est le cas? On n'arrête pas de parler de perte de souveraineté chaque jour un petit peu. Mais vous avez l'impression qu'à Bruxelles, il y a une détermination étatique à surplomber le jeu des forces économiques. Les lobbies dont parle Jean-Marie Roire sont extrêmement présents. Et il faudra surveiller de près le traité avec les États-Unis d'Amérique, le traité transatlantique. Est-ce que l'on va accepter de passer sous les fourches caudines des demandes des Américains? On ne peut pas dire que l'Europe ne soit pas atlantiste. Elle est terriblement atlantiste. On l'a bien vu dans sa politique étrangère. Elle a soutenu à fond les Américains dans l'invasion de l'Irak. Donc il faut bien voir les choses. Comment? Non, pas la France. Pas la deuxième fois. Pas la France, mais je veux dire, les autres pays européens ont soutenu. L'Europe, c'est pas seulement la France. En général, ils ont été Je reviens à la fois peut-être à cette rupture peut-être un peu caricaturale élite-peuple. On a l'impression quand même, Jean-Marie Roire, que tous ceux qui contestent tel ou tel aspect de cette construction européenne, ils sont très vite qualifiés d'eurosceptiques, d'anti-européens, de nationalistes, voire même de lepénistes. On peut quand même critiquer sans être... Bien sûr, mais parce que cette idée, mais c'est en train de changer. Parce que cette idée, finalement, à quelqu'un qui tenait à la nation, eh bien, un gaulliste, c'était un ringard. Je crois qu'on est en train de changer parce qu'on se rend compte qu'il y avait une grande confiance en l'Europe. Parce qu'on se disait, finalement, ça va être un niveau supérieur de sagesse qui va permettre aux États de dépasser leurs petits intérêts. On a vu qu'en effet, ce n'était pas les petits intérêts de l'État, c'était les grands intérêts des grandes compagnies, des grands monopoles. Bon. Et à ce moment-là, il y a eu une déception, et cette déception, elle éclate aujourd'hui. Parce que l'impréparation de l'Europe en face des flux migratoires, c'est consternant. On voit absolument n'importe quoi. Écoutez, la déclaration de Madame Merkel qui demande le secours de Tsipras, qui lui donne de l'argent, alors qu'elle a passé son temps à nous dire que c'était un homme, c'était la Ligue de l'Europe, c'était un menteur, un escroc. Non, franchement, est-ce que ça a un sens? Est-ce que vous croyez que les peuples qui ne sont pas idiots se disent ça? Mais à quoi ils jouent? Et quelle est la réponse? En quoi ont-ils préparé les flux migratoires? Alors moi, je vais vous dire, la réponse, elle est l'absence de courage des chefs d'État et de gouvernement. Vous les entendez, les chefs d'État et de gouvernement? Ils vont à Bruxelles et c'est la faute de Bruxelles, toujours. Là, on a une crise agricole, l'Europe fait pas assez. L'Europe a bon dos, on a François Hollande, le président de la République, qui va à Bruxelles, il dit l'Europe doit. Mais l'Europe doit, c'est lui, puisqu'il est au siège, il siège au Conseil européen. Donc s'il veut que ça avance, il faut qu'il le propose. Mais pourquoi ont-ils organisé leur impuissance? S'ils ont organisé leur impuissance, c'est parce que qui dirige maintenant? C'est plus le politique. Ce sont derrière les forces économiques. Comme l'a dit Jean-Noël Jeannet, il y a eu ceux qui avaient connu la guerre et le manque d'Europe et qui voulaient en effet cette unité de l'Europe pour que ça ne se reproduise plus, les guerres à répétition, etc. Jusqu'à, oui, voilà, on va dire 92, etc. Et puis, on a eu la prospérité, les 30 glorieuses, etc., etc. Donc, c'était très bien. Et puis, il y a eu la crise et à partir de là, le projet, il a été un petit peu difficile à percevoir. Mais ce que vous oubliez, c'est que le projet européen, ce n'est pas qu'un projet économique. On a mis en effet une communauté économique européenne parce qu'en effet, comme l'a rappelé aussi, il y a eu l'échec de la CED. On a oublié l'autre aspect, Pascal. Robert Schuman, dans ses écrits, et donc c'est le père fondateur français, dit que c'est un projet qui doit être politique. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de politique aujourd'hui autour de la table qui essayent de faire avancer le projet européen. Donc, ce que vous dites, ils sont élus, ils sont élus, et il n'y a pas de grand leader aujourd'hui pour porter cette vision. Il n'y a pas de grand leader européen. Si on n'avait pas fait l'Europe en 1950, si on avait demandé au peuple, est-ce que vous êtes d'accord pour vous réconcilier avec l'Allemagne, je ne suis pas sûr qu'ils étaient d'accord. Un grand leader à 28. Entre plusieurs raisons qui font que l'Europe aujourd'hui est quelque peu discréditée, hélas, au moins provisoirement, j'espère, auprès de nos concitoyens, c'est parce qu'il y a un désaccord. C'est d'abord parce que les chefs d'État n'ont pas eu le courage de déléguer leur pouvoir à une personnalité qui soit représentative et que constamment ils travaillent à diviser le pouvoir de telle sorte qu'on ne sait pas vraiment qui est à Bruxelles et qui est responsable. Et l'autre raison, c'est qu'évidemment il y a à l'intérieur de l'Europe, me semble-t-il, des pays qui ont une vision, une idée de l'Europe complètement différente. On ne peut pas ne pas parler du Brexit, c'est-à-dire de l'Angleterre. Pour l'Angleterre, ça a toujours été l'idée du marché. Et dès le début, en 1972, quand ils sont arrivés, ils ont réclamé qu'on change les règles. Je pensais à l'époque, vous savez, à Groucho Marx, qui disait « Jamais je n'accepterai d'entrer dans un club où on m'éliraient ».
Et là, c'est presque le contraire. Les Anglais ont dit, attendez, laissez-moi finir. Les Anglais ont quasiment dit jamais je n'entrerai dans un club dont on ne modifierait pas aussitôt les règles dès lors que j'y serais entré. C'est encore ce qu'ils demandent. Et il me semble qu'à cet égard, une réaction quelque peu énergique ne messirait pas. Oui, mais on a accepté pourtant. On a accepté les exigences du Royaume-Uni. On a eu tort. On a accepté sur les migrants. Parce que qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient de ne pas avoir justement à supporter le poids des migrants. Et Bruxelles a accepté leurs exigences. Donc pourquoi est-ce que les autres pays, on n'accepterait pas aussi leurs exigences? Il aurait fallu en fait deux cercles. C'est ce qu'avait souhaité François Mitterrand en 93. À plusieurs vitesses, mais parce qu'il y a des gens qui avaient vraiment envie de construire quelque chose ensemble, dans tous les ordres, monétaires, économiques, culturels et naturellement diplomatiques et guerriers. Et puis ceux qui voulaient être à l'intérieur d'une zone de libre-échange pour servir la prospérité. Ce sont deux finalités complètement différentes. Et il est très regrettable qu'on n'ait pas fait ce noyau dur. Il y a eu une chance historique. Il faudrait probablement y revenir. On y reviendra forcément, ou sinon je serais très inquiet pour l'histoire de l'Europe future. Un approfondissement d'une Europe à 6. Voilà, c'est ce qu'il fallait au départ. Un approfondissement, on a voulu un élargissement infini pour arriver à l'impuissance. Et franchement, vous, voilà le résultat. En guise de conclusion? Moi, je crois qu'aujourd'hui, en effet, il y a une Europe qui est à plusieurs vitesses. Il y a la zone euro, il y a d'autres pays qui ne souhaitent pas y participer à tout. Il faut que ces pays qui ne veulent pas participer à tout n'empêchent pas ceux qui veulent aller plus loin d'y aller. Et c'est ça qu'il faut un peu de souplesse. Donc mais le point qui est déterminant, c'est toujours l'accord franco-allemand. Il y a des initiatives qui doivent être prises pour aller plus loin dans la zone euro comme dans l'Union européenne. Et c'est les Français et les Allemands qui ont la clé du succès. Si on ne se parle pas entre les Français et les Allemands et s'il n'y a pas d'initiative, le projet européen n'avancera pas. Voilà, ça a toujours été la règle depuis 76 ans. Merci à vous. Un mot pour finir, Jean-Marie Rouard. Je voulais vous faire réagir sur le nouvel entrant à l'Académie française, l'écrivain d'origine russe, Andreï Makine, qui devient donc immortel. Ça vous réjouit? Bien sûr, parce que non seulement c'est un grand écrivain, il a eu le prix Goncourt, le prix Médicis. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle Le Testament français. En plus, c'est un spécialiste, un écrivain russe que j'aime beaucoup, qui est Ivan Boulin, qui a été complètement abandonné par l'Occident parce que c'était un dissident. Et c'est un très bon écrivain qui adore la France. C'est vrai que c'est formidable de voir que, moi, je trouve cet homme qui est converti à la France et qui est plus français que les Français eux-mêmes et qui a cette idée, finalement, un peu comme l'avait Ionesco, comme l'avait Gary, qui ont pour eux toujours ce mythe de la France, qui est le mythe à la fois éthique, esthétique. Compte tenu de votre enthousiasme, je suppose que vous avez voté pour lui. Ah oui, j'ai voté pour lui, bien sûr. Bon, alors vous lui dites bienvenue à l'Académie. Merci beaucoup. Restez avec nous. Dans l'actualité, tout autre chose. Une interview très personnelle qui peut surprendre dans le magazine Elle, celle de François Hollande, et c'est l'édito politique ce soir. Alors que l'actualité politique et sociale est très dense et que le contexte est tendu, le président a choisi de s'exprimer dans les colonnes du magazine Elle. On en parle avec Gilles Leclerc. Bonsoir. Gilles. Comment résumer cet entretien? Est-ce qu'on peut dire interview vérité et opération reconquête? D'abord, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais dans 5 jours, il faut quand même le dire, c'est la journée de la femme, la journée internationale des droits des femmes. Donc, c'était une assez bonne trouvaille de la part de François Hollande de s'exprimer, non pas dans le chaud, dans l'actualité chaude, mais en tout cas en changeant de registre. Donc ça, c'est le prétexte, mais c'est vrai qu'il a voulu aller plus loin. Et vous avez remarqué que le président n'a pas vraiment communiqué sur le fond depuis le fameux remaniement. Et donc là, il s'exprime ce soir, là où au fond, on ne l'attend pas vraiment. On l'a vu stoïque dans les allées du Salon de l'Agriculture, sous les huées. Et là, il change complètement de terrain. Il ne parle pas, encore une fois, du code du travail ni de la déchéance, mais il parle de lui-même. Et c'est vrai que c'est assez exceptionnel, assez rare. Et dans les colonnes de notre confrère, il parle de sa famille, il parle de ses enfants, il parle de Ségolène Royal, il parle de lui. Et en fait, il est en train de retrouver, ou en tout cas il essaye de retrouver, un peu une posture, vous vous souvenez de cette expression, de l'homme, en tout cas le président normal. Donc il est sur des thèmes qui sont, je dirais, pas clivants du tout, et il surprend un peu en laissant bien le Premier ministre, lui, s'occuper de ce qui peut fâcher en ce moment, qui est quand même extrêmement compliqué. Et Gilles, est-ce qu'il faut y voir pour autant un début de campagne? Pas forcément, mais c'est vrai qu'en élargissant un petit peu sa cible, en se proclamant, c'est son expression, à la fois féministe et toujours socialiste, François Hollande envoie quand même quelques signaux assez clairs. La politique, évidemment, elle est toujours là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le chef de l'État, il n'exclut rien. Il a bien regardé, par exemple, la dernière année du premier septennat de François Mitterrand, en 87, et sans copier, il tente tout de même de prendre, je dirais, de la hauteur, en bousculant un petit peu les codes.
c'est une façon pour lui de se positionner peut-être d'une façon un petit peu différente. En tout cas, il montre que de toute façon, sa décision, c'est aussi l'homme qui va compter. Et que l'équation personnelle de son choix, indépendamment de toutes les pesanteurs, de toutes les contraintes politiques, ce sera d'abord un choix personnel qu'il va faire. Il n'a sans doute pas encore totalement décidé aujourd'hui. Reste qu'autour de lui, on le sait très bien et on le voit et l'actualité le montre, il y a évidemment un contexte extrêmement difficile, compliqué, qu'il est peut-être un peu plus isolé aujourd'hui qu'hier. Mais donc ça va continuer de toute façon de tanguer et jusqu'au printemps, compte tenu de cette actualité, on va prendre ces deux exemples, la déchéance et le code du travail, de toute façon, le printemps va être quand même difficile pour lui et son entourage. C'est sûr, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Gilles pour votre analyse. Il est 22h30, tout de suite le rappel des principales informations avec Paul Bouffard. Le gaulliste Yves Guéna est décédé. L'ancien ministre et sénateur est mort à l'âge de 93 ans. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a salué la mémoire d'une des dernières grandes figures de la France, libre, portrait d'un homme de conviction, Nathalie Guilloire. Gaulliste de la première heure, résistant, combattant de la France libre, Yves Guéna, c'est tout ça à la fois. À la veille de ses 18 ans, il rejoint le général de Gaulle à Londres et s'engage dans les forces françaises libres. Un engagement qui fut celui d'une vie. Il y a 2 ans encore, il commémorait les 70 ans du Conseil national de la résistance. Il faut savoir défendre les intérêts de la nation, c'est-à-dire de la patrie, car nous sommes plus patriotes que nationalistes. Général de Gaulle nous ayant en essai enseigné que le patriote est celui qui aime sa patrie et que le nationaliste est celui qui n'aime pas les autres pays. La défense du gaullisme, c'est le fil rouge de la longue carrière d'Yves Guéna, une carrière qui le conduit aussi pendant 26 ans à la tête de la mairie de Périgueux. Plusieurs fois ministre, sénateur de la Dordogne, vice-président du Sénat, Yves Guéna aura connu tous les postes politiques jusqu'à devenir président du Conseil constitutionnel de 2000 à 2004. La mort d'Yves Guéna signe ce soir la disparition du dernier des barons du gaullisme. Comme beaucoup d'autres, il est déjà en campagne au Salon de l'Agriculture. Alain Juppé, candidat à la primaire de la droite, était toute la journée porte de Versailles. A-t-il l'endurance de Jacques Chirac en la matière? Le maire de Bordeaux est venu tester sa popularité auprès des paysans français. Quentin Calmet. L'image est inédite, les deux anciens premiers ministres ensemble au Salon de l'Agriculture. Première sortie conjointe pour le duo depuis le ralliement de Jean-Pierre Raffarin à la candidature d'Alain Juppé. L'occasion de réaffirmer leur attachement au terroir. C'est une chance formidable pour notre pays. Nous avons été la deuxième puissance agricole du monde. Nous avons reculé depuis une dizaine d'années. Il faut sauver notre agriculture. C'est absolument essentiel sur le plan économique, mais aussi sur le plan humain. Les paysans sont aimés par les Français. Tous les ans, c'est le grand rendez-vous quand même où la nation exprime son intérêt pour l'agriculture. Ce qu'il faudrait, c'est que ça ne soit pas seulement pendant une semaine à Paris, mais que ça soit toute l'année. Il faut comprendre qu'il y a urgence nationale pour l'agriculture, parce que c'est un pilier de notre économie. Car depuis le début de la semaine, les candidats à la primaire de la droite s'emboîtent le pas, porte de Versailles. Bruno Le Maire est resté ici 3 jours. Nicolas Sarkozy et François Fillon ont été plutôt bien accueillis hier. Alors pour Alain Juppé, il s'agit aujourd'hui d'adoucir son image. Voilà, c'est Alain Juppé. Demandez aux Bordelais s'ils pensent qu'Alain Juppé a une image froide et vous verrez, non, je crois que les gens le découvrent tel qu'il est dans sa ville de Bordeaux. Il est en grande proximité avec les gens de tous horizons, de toutes catégories socio-professionnelles. Bon, il tape pas sur le cul des vaches comme Chirac, ça c'est évident quand même. Mais bon, ça fait rien, c'est un autre style. Une référence à Jacques Chirac présente dans l'esprit de chacun ici au Salon de l'Agriculture. Ah, on pense à lui, oui, bien sûr. Et puis notez ce chiffre, le taux de chômage est à 10% en 2015. L'INSEE a livré à son tour cette statistique, une légère baisse, moins 0,1 point. La France comptait fin 2015 2,86 millions de demandeurs d'emploi selon l'Institut. À 14 mois de la présidentielle, il s'en serait bien passé. Le chef de l'État doit faire face à la fronde contre la réforme du travail. Pire encore, la jeunesse s'en mêle. On en parle avec Sonia et ses invités. Il voulait en faire la priorité de son quinquennat, la jeunesse et François Hollande. Alors plusieurs organisations ancrées à gauche ont réaffirmé leur volonté de faire plier le gouvernement et d'obtenir tout simplement le retrait du projet de loi El Khomri. Une mobilisation périlleuse pour le gouvernement est à venir, ça sera le 9 mars. Plus tard, le 31 mars, il y a donc la manifestation suite à l'appel
de 7 syndicats. L'analyse ce soir de cette défiance avec nos invités. Benjamin Lucas, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes le président du mouvement des jeunes socialistes. Nous accompagne Roby Mordor, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes politologue, spécialiste des mouvements lycéens et étudiants. Patrick Appelmuller, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction de l'Humanité. Et notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Jean-Louis, justement, avant de parler de la mobilisation du 9 mars, il y a eu la réunion des syndicats aujourd'hui. Donc 7 d'entre eux sont favorables à une manifestation le 31 mars, mais le front est désuni. C'est un projet de loi qui divise les syndicats. Alors effectivement, c'est la nouvelle de la journée, c'est-à-dire que la CFDT va tout simplement mener cavalier seul sur cette affaire. Et l'information qui nous manque, c'est de savoir quel type de transactions, de tractations, de négociations se déroulent actuellement entre la CFDT et le gouvernement. On a l'impression qu'on va retrouver le scénario que nous avions eu lors de la réforme de des retraites Fillon, c'est-à-dire où la CFDT a donné son accord sur une réforme globale des retraites, sur laquelle d'ailleurs personne n'est revenu par la suite, et notamment le Parti socialiste, en disant si vous acceptez de faire ce rajout, c'est-à-dire c'était sur les carrières longues, ok, vous avez notre aval. Donc est-ce que c'est ce même scénario qui va se dérouler, ou est-ce que le gouvernement ne veut céder sur rien dans son projet initial, dont il a proposé le report, mais il n'a pas dit qu'il allait le changer. Est-ce qu'il va changer sur rien? Et à ce moment-là, la CFDT, qu'est-ce qu'elle va faire? On ne le sait pas. Ou est-ce qu'effectivement, il va le modifier à la marge ou de manière plutôt profonde, et alors là, effectivement, ça va complètement changer la donne. Alors, si les syndicats sont divisés, vous, Benjamin Lucas, vous savez ce que vous voulez. Vous souhaitez le retrait pur et simple du projet. Est-ce que vous n'êtes pas prêt, malgré tout, à des évolutions, à d'éventuelles concessions? Est-ce que c'est tout ou rien? Je crois qu'il y a un préalable, c'est effectivement que l'esprit dans lequel ce projet a été construit, c'est l'idée que les droits des salariés, que les protections des salariés, que le code du travail, c'est un frein à l'emploi. Moi, je ne partage pas cette analyse, une analyse qui est ancienne, qui existe et qui n'a jamais produit d'ailleurs ses effets en termes d'emploi. Donc si le gouvernement veut apaiser les choses aujourd'hui, ce que je crois qu'il peut faire, parce qu'en matière de politique jeunesse, il y a eu beaucoup d'avancées sous ce quinquennat, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. S'il veut revenir à plus de responsabilité et de sérénité, il peut retirer ce projet et puis ensuite ouvrir une discussion sur autre chose. Il y a beaucoup de choses à faire pour protéger les jeunes, notamment aujourd'hui dans le travail, et aussi permettre qu'il y ait plus d'emplois pour les jeunes. Il faut rappeler, Patrick Appelmuller, que ces mesures dans la loi El Khomri, elles touchent quand même, elles concernent les jeunes. Je crois que les jeunes, c'est 1/3 des salariés payés au SMIC. Je parle sous votre contrôle. C'est un vrai sujet jeunesse, cette loi du travail, même si pour certains qui vont défiler, les lycéens, ils sont pas salariés. Ils ne sont pas salariés, mais ils vont l'être. Et évidemment, quand on est jeune aujourd'hui, la perspective d'entrer dans le travail d'abord par la précarité, et là ce serait par une précarité aggravée pour l'ensemble des salariés, mais également pour les jeunes, parce qu'il y a des dispositions qui concernent plus spécifiquement les jeunes. On parle par exemple des indemnités prud'homales. Elles vont être calculées, plafonnées en ancienneté. Donc ils auront une double peine, les jeunes, quand ils rentreront sur le marché du travail. Et puis on sait bien que ce type de mesure qui met les salariés, et notamment les jeunes salariés, encore plus en dépendance, en subordination à l'égard du patronat, avec moins de possibilités pour les syndicats de les défendre, les rendra beaucoup plus fragiles dans leur parcours professionnel ensuite. Donc ils ont de très sérieuses raisons. Moi, je suis d'ailleurs frappé, je nuance un peu ce que disait tout à l'heure Jean-Louis Gombaud, je suis frappé sur le fait que l'ensemble des organisations syndicales, malgré leur division sur la méthode, portent un jugement très sévère sur cette loi. La CFDT... Il n'y a pas que la méthode sur laquelle ils se divisent. Non, sur la méthode d'action. Oui, mais même sur le fond, la CFDT demandent... est quand même prête à accompagner les évolutions de la loi. Non, elle demande, lisez bien le communiqué, c'est ces 5 organisations, elles demandent des changements très sérieux. Et les changements très sérieux touchent à des points qui théoriquement devaient être intouchables aux yeux de Manuel Valls, puisque ce sont d'ailleurs les points qui ont motivé tout l'accord et l'enthousiasme du MEDEF et de M. Gattaz sur le projet. Donc on n'est pas tout à fait au bout. La CGC elle-même est dans une position où ses exigences de transformation du projet sont extrêmement profondes. Et je vais laisser justement Jean-Louis Gombaud répondre sur ce point. Un mot quand même, Roby Mordor. La grande crainte, la grande angoisse, et ça, c'est pas nouveau, c'est presque banal de le dire, de tous les gouvernements, de droite, de gauche, c'est la jeunesse dans la rue. Oui, c'est une crainte. En même temps, il y a, permettez que j'apporte un peu une profondeur historique.
On est plusieurs dans le groupe d'études et de recherche au mouvement étudiant à travailler depuis 20 ans sur le sujet de manière pluridisciplinaire. On a une cité des mémoires étudiantes avec des archives de toute nature. Donc c'est vrai qu'il faut prendre dans la profondeur historique. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater grosso modo depuis, en tout cas, bon, il y a eu 68, de Vaquet, auparavant il y a eu la guerre d'Algérie. Bon, un élément, disons, de continuité entre le mouvement contre le contrat d'insertion professionnelle, le mouvement CPE et ce qui commence à se dessiner aujourd'hui, c'est qu'on a non pas des revendications liées à une réforme universitaire, mais une réforme du Code du travail qui touche les jeunes. Alors, quand vous parlez des jeunes, plus spécifiquement si on prend les étudiants, on commence à voir depuis des années des lycéens qui font des petits boulots, ce qui n'était pas le cas avant. Mais si on prend ne serait-ce que les chiffres que j'ai, 40% des étudiants d'immeubles qui travaillent, de manière certes diversifiée, c'est entre 800 000 et 1 million d'étudiants qui sont dans le salariat, et pris dans l'autre sens, c'est 5% du salariat qui fait des études. Et de ce point de vue-là, c'est à peu près logique qu'on voit les syndicats étudiants, les organisations étudiantes, d'ailleurs elles sont divisées. Il y a l'UNEF qui était à une réunion avec la CGT, le communiqué. Vous avez raison de le rappeler. Voilà, il y a la FAGE, une autre organisation qui n'avait pas dit grand-chose jusque-là sur ce sujet, qui est effectivement avec les autres. Il y a de quoi avoir peur en tout cas d'une mobilisation parce que c'est un sujet, c'est un thème qui sensibilise. Et au-delà des étudiants, il y a la conjoncture. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a des mobilisations étudiantes simplement, c'est une mobilisation étudiante qui peut se profiler, en tout cas le terrain est plutôt sensible, et qui peut en rentrer en conjonction avec d'autres secteurs qui connaissent des crises. Mais est-ce que dans ce projet de loi, Jean-Luc Gombault, il y a vraiment des éléments de nature à inquiéter la jeunesse? Alors Manuel Valls dit absolument pas, ce n'est pas préjudiciable pour les jeunes, qu'en est-il? Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce mouvement des jeunes, c'est que la dernière fois qu'il y a eu lieu, c'était sur le CPE essentiellement, et ça ne concernait qu'exclusivement les jeunes. Là, ça concerne tout le monde, dont les jeunes. Donc c'est un petit peu différent en termes de mobilisation. Et effectivement, ce matin, j'entendais Mme El Khomri qui disait « Maintenant, c'est fait pour eux, c'est pour lutter contre la précarité, etc. » Mais elle ne démontre pas. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que M. Valls nous dit c'est un contrat de travail pour le 21e siècle. Mais personne ne sait ce que sera le 21e siècle. On peut imaginer le 21e siècle, on peut le trouver rose, on peut le trouver noir. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est si c'est pour le 21e siècle, on aurait donc une jeunesse, il faut attendre la mobilisation quand même du neuf. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas, parce qu'on a toujours des références historiques, et on dit, ah bah c'est le CPE qui recommence. Allez, il faut voir exactement, je n'ai pas d'appréciation sur ce qui va. Mais en tout cas, si c'est pour le 21e siècle, on aurait donc une jeunesse qui est contre l'avenir. Ça, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on aurait une situation, on aurait des jeunes qui se soulèveraient contre ce qui va se passer prochainement. Et alors, à partir de là, on s'aperçoit que quand on regarde un peu ce que pensent les jeunes, on a l'impression que ce sont les derniers à être attachés au modèle social français. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on fait les sondages montrent que les Français trouvent que le modèle social français est dépassé, c'est ce que ça donne. Mais en même temps, en même temps, mais les jeunes, puisque vous êtes plutôt pour le maintien du contrat de travail tel qu'il est aujourd'hui, à peu près, même si vous y trouvez certainement des défauts, mais en tout cas vous êtes contre l'évolution qui vous est proposée, et donc vous seriez les derniers à accepter ce qui est plutôt dans le passé. La réponse de Benjamin. Moi j'ai rien contre des évolutions, mais je pense qu'il faut aujourd'hui réformer le droit du travail, notamment pour protéger par exemple des nouvelles souffrances qui sont apparues au travail, le burn-out, garantir le droit à la déconnexion d'ailleurs, qui apparaît aussi un peu dans cette loi. Il peut y avoir des fois des éléments positifs. Je pense aussi qu'il faut s'attacher à créer des emplois et donc par exemple considérer que comme la croissance manifestement ne revient pas et que le chômage est massif, il faut partager le temps de travail pour mieux le répartir. Je rappelle que les 35 heures dans ce pays ont créé 350 000 emplois, que c'est un facteur de progrès social. Donc moi, il n'y a pas une jeunesse qui serait pour l'immobilisme d'un côté. Vous pourriez défiler derrière Martine Aubry, quoi, si je résume un petit peu tout ce que vous dites. Je pense que c'est pas la seule, mais pourquoi pas, oui, effectivement.
Patrick Appelmuller, mais c'est très important ça, parce que parlons de ce sujet, entrant dans le détail. Certains disent, et vous allez nous confirmer si c'est le cas, qu'il peut y avoir, non pas, on n'a pas besoin de dire aux jeunes s'il faut descendre ou pas, hein, ils sont assez grands justement pour décider de ce qu'ils font, mais qu'il peut y avoir non pas une manipulation, mais comment dire, voilà, on va leur indiquer un petit peu ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'il y a, non pas les frondeurs, mais des mouvements très à gauche qui peuvent aujourd'hui pousser ces organisations à descendre dans la rue et à rendre la situation un peu inflammable? Il y a évidemment des organisations qui ont une opinion sur cette loi et qui vont se mobiliser. Mais il suffit pas d'appuyer sur des boutons pour que les jeunes se mobilisent. Ça n'a jamais marché, ça. Et donc, il faut qu'il y ait un terreau et une inquiétude très forte. Parce que dans les sondages, précisément, qui sont sortis récemment, ceux qui ont marqué le plus grand désaveu à l'égard des prémices de cette loi et qui ont marqué un retrait le plus fort à l'égard des cotes de popularité de François Hollande et de Manuel Valls, ce sont les jeunes et ce sont les gens de gauche, globalement, l'électorat de gauche. Et même dans l'électorat... la victoire du 6 mai 2012. Absolument. Et même l'électorat socialiste, qui maintenant porte majoritairement un regard très critique sur la politique gouvernementale. Donc c'est pas, il n'y a pas de division entre les jeunes et le reste de la société, parce que même les sondages qui ont été invoqués pour dire les Français ne voudraient plus du modèle français, ils seraient prêts à aller vers le modèle que leur propose le MEDEF. Ben non, quand on regarde complètement les sondages sur les questions, on ne retrouve pas ça. On retrouve en revanche une inquiétude sur le cours de la société tel qu'il est et une absence de vision de ce qu'il pourrait devenir. Mais cette vision de l'avenir, elle est à définir. Or, je crois que précisément ce qui est en train de se préparer là et qui inquiète les jeunes, c'est que c'est en avant vers le passé. En avant vers des conditions de travail, des relations dans le travail, qui sont des relations que pendant des dizaines d'années, on a fait évoluer dans le passé, pour plus si de on droits. prend l'opinion générale des Français, j'ai les derniers sondages, même si ça se tasse un peu, ils étaient quand même favorables, là je parle de l'ensemble des Français, à cette loi. Pour Non, eux, ils sont favorables à une simplification du Code du travail. Mais la simplification du code du... C'est ça la question. Non, il y a cette question-là. Oui, on peut faire un code du travail plus clair. Ils ne sont pas pour que le patronat décide des horaires, ils sont des pour salaires, la loi El Khomri, hein. C'est la question qu'on leur a posée dans les sondages. C'est vrai que peut-être que tout le monde n'a pas lu tous les détails, les interstices du projet de loi. Qui est pour la loi El Khomri. Regardez bien dans les détails. C'est absolument ni l'électorat de gauche ni les salariés. Oui, je crois que les sondages donnent une indication, mais c'est pas les sondages qui font ni l'élection ni la loi. Et que tout dépend des questions posées, et qu'on a pu avoir des périodes où des sondages, à un moment donné, ça a varié parce qu'il y a eu un travail d'explication. Je crois, y compris ceux qui sont contre la loi Khomri, même s'ils ne connaissent pas dans le détail, il y a quelque chose depuis des années qui est... Il n'y a rien eu de bon qui a été fait pour nous. Bon, ça va être encore comme ça. Il y a une vigilance. Et donc, ça prend des formes, ça prend des formes diversifiées. Et moi, je voudrais réintervenir sur la question du rapport entre le politique et le syndical. Je crois qu'il faut arrêter avec l'idée de la courroie de transmission, parce que je veux dire, si courroie de transmission est là, elle fonctionne dans l'autre sens. Ce qu'on a vu dans toutes les mobilisations de jeunes, c'est plutôt les partis ou les organisations courir après des mobilisations qui existaient. On peut prendre les positions parlementaires au moment du mouvement de Vaquet, sur la réforme de Vaquet de la gauche, ou même au moment du CPE. C'est une fois que les mouvements étaient enclenchés, et il y a un rôle des militants, bon, c'est évident, mais enfin des militants étudiants. Le politique est plutôt dépassé, dites-vous. Disons que c'est, en réalité, si manipulation il y a, c'est les mouvements qui manipulent, c'est-à-dire qui utilisent, qui se servent des partis, des députés à ces moments-là comme outil. Hein. Et je crois que ça, c'est pas assez vu parce qu'on nous sert toujours chercher le grand manipulateur. Alors qu'il y ait des acteurs, qu'il y ait des stratégies, qu'il y ait des tactiques qui sortent là-dessus, bon, oui. Mais Robert Motin, nous on pose la question parce qu'il y a une concomitance aussi, on ne peut pas être naïf. Il y a eu une tribune quand même de Martine Aubry qui a un poids politique à gauche qui est réel. On voit bien que tout de suite tout s'est enchaîné après, donc la question peut se poser, est-ce qu'il n'y a pas eu une étincelle? On sait bien qu'il n'y a pas une main invisible avec une marionnette, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une inspiratrice qui a déclenché ce mouvement et qui a renforcé votre conviction justement à vouloir défier le gouvernement dans la rue?
D'abord, moi je serais ravi si tous les jeunes lisaient les excellentes tribunes qui peuvent être publiées par Martine Aubry ou par d'autres. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui. Parler un peu, oui. Je pense pas qu'aujourd'hui ce soit les lectures de ces tribunes qui fassent que chez les jeunes il y a ce sentiment d'injustice toujours croissant, vous qui dirigez le mouvement. D'inégalité. Moi j'ai pas attendu la tribune de Martine Aubry, dont je connais d'ailleurs les positions depuis très longtemps, pour avoir un avis sur le sujet ou pour décider avec mon organisation quel avis nous avons sur le sujet. Je voulais juste dire un mot sur les sondages. Moi, effectivement, les sondages, surtout au début d'un mouvement, au début de l'annonce d'une loi, sont toujours à peu près les mêmes. Mais là aussi, on part de très loin. C'est-à-dire qu'on subit quand même depuis des années dans ce pays une offensive de la pensée libérale qui nous explique à longueur de tribunes, de médias, etc., que le code du travail, c'est un problème, c'est un poids. On nous explique qu'il est trop lourd. Demain, on nous dira aussi que le dictionnaire, peut-être il y a trop de mots, ou que le code pénal est trop lourd. Bon, il y a moins de conséquences pour le dictionnaire. Vous avez cette image de François Bayrou sur notre télévision qui vient et qui montre le code du... Il ne faut même pas y toucher. Mais moi, je pense... Si, au contraire, moi je pense qu'il peut y avoir un réformisme progressiste, qu'il peut y avoir un réformisme de gauche pour gagner des nouvelles conquêtes. Mais je crois que l'histoire et la vocation de la gauche, dans ce pays comme ailleurs, c'est d'amener des nouvelles conquêtes, des nouvelles protections pour les salariés. Donc, rénovons, réformons le code du travail. C'est un droit vivant, le code du travail. Il vient de loin, il vient de conquête, il vient de lutte. Donc, soyons capables de mettre dans le code du travail, je le disais tout à l'heure, les nouvelles souffrances, de garantir aussi, pourquoi pas, c'est pas le code du travail, mais c'est aussi des réformes, le RSA pour les chômeurs de moins de 25 ans en fin de droit. Il y a plein de réformes à faire aujourd'hui pour aider les jeunes. Deux visions, deux philosophies. Effectivement, du 21e siècle. Voilà, je ne sais pas de quel siècle, mais très différent. C'est bien pour ça qu'on ne sait pas ce que sera ce fameux 21e siècle. Vous disiez tout à l'heure, et ça introduit ce que vous venez de dire maintenant, la réforme du contrat de travail ne fait pas d'emploi. C'est vrai. Ce qui fait de l'emploi, c'est évidemment bien entendu. Mais quand même, si vous regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, si vous regardez ce qui se passe en Allemagne, les modifications du contrat de travail ont assoupli le marché du travail et vous arrivez à des taux de chômage des jeunes. Ce qui est intéressant, par exemple en Allemagne, le taux de chômage des jeunes est égal, légèrement supérieur au taux de chômage moyen. Alors qu'en France... Voir la nature des emplois qu'ils occupent aussi. Alors c'est ça. La nature des emplois, démographie, la comparaison. Parce que si on prend l'exemple de l'Espagne, il y a 25% de jeunes qui sont chômeurs. Mais le chômage, les modifications qui ont été apportées, elles sont importantes par Haroy, ont assoupli le marché du travail, etc. Et ça, le chômage a quand même perdu 2 à 3 points depuis l'instauration de ces réformes. 100%. Alors oui, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais vous pourriez dire aussi la même chose pour la France. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le taux de chômage, même si on a une bonne nouvelle ce matin de 10%, le taux de chômage des jeunes, par exemple, bien que c'était l'idée majeure de François Hollande en 2012, il y a quand même plus de chômeurs jeunes aujourd'hui qu'il n'y en avait en 2012. Il a augmenté et il n'a pas fait ces réformes du contrat de travail. Donc je suis d'accord pour dire que ce n'est pas jeune si on n'avait pas rallongé l'âge de départ à la retraite, si notamment si les carnets de commandes étaient remplis, parce que s'il y a du chômage en pays, le rallongement de la durée du travail pour partir à la retraite, il est également dans les autres pays. Il n'est pas propre à la France. Donc il y a quand même un problème français très net qui est particulier. Et ça, on ne peut pas le nier. Il y a une spécificité française du chômage en général et une spécificité française du chômage des jeunes. C'est une réalité. Jean-Louis Gombault, oui. Mais si pour autant on doit dire les jeunes doivent perdre des droits et les salariés doivent perdre des droits, je pense qu'on ne résout aucun des problèmes. Parce qu'un des problèmes, c'est un confrère Les Échos titré là-dessus, c'est la perte des usines en France qui s'accélère, qui est considérable, avec des choix qui vont vers la finance, qui encouragent les dividendes. Les chiffres d'affaires des grandes entreprises baissent, mais les dividendes augmentent. C'est quand même formidable. Au lieu d'aller vers l'investissement, vers la création d'emplois. On sort un peu du contrat de travail. Non, c'est la même question. Vous prétendez que l'économie va repartir et l'emploi va repartir. Je ne dis pas ça. Je dis que c'est un élément. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une reprise. Mais je ne crois pas précisément. Mais précisément, il faut une reprise. Un des enjeux du 21e siècle, c'est qu'effectivement, les gens vont devoir changer de métier, changer de qualification, changer de pratique professionnelle tout au long de leur vie et de façon beaucoup plus accélérée. Eh ben, il faut envisager une sécurité professionnelle, sécurité comme il y a une sécurité sociale, qui leur garantisse une formation tout au long de la vie et qui leur garantisse un emploi et qui ne les dirige pas vers le chômage. Il y a aussi deux visions très, très différentes sur ce plateau. Je reviens sur le plan, l'aspect politique, Roby Bender. Il faut dire que cela, c'est assez inédit pour un gouvernement de gauche, traditionnellement quand même. Il est soutenu, il est porté par ces mouvements étudiants. Donc on imagine que ça doit être un moment aussi assez particulier pour un gouvernement, d'autant plus que François Hollande a quand même décrété que la priorité de son quinquennat, ce serait cette jeunesse. Oui, il l'a décrété.
Bon, Oui. il y a 5 ans. Oui. Je suis pas sûr que... Sur certains sujets, il l'a fait d'ailleurs. Bon, je suis pas sûr que le résultat jeune. global soit de nature à satisfaire cette jeunesse qui attendait sans doute plus. Bon. Le taux de chômage des jeunes a augmenté de 0,2 points entre le début du quinquennat et la fin du Voilà. jeunes sont toujours la Alors, catégorie la plus proche et de la population, c'est vrai malgré que les la jeunesse, enfin tout de même sur la jeunesse, c'est la variable, c'est une des variables d'ajustement. On a la jeunesse pour les contrats précaires, on a les femmes pour le temps partiel, et on a les étrangers, et puis parfois les seniors, comme autre type de variables. Puisqu'on a tout de même le gros problème, si vous voulez, de cette jeunesse, c'est pour ça que moi je parle au-delà des revendications, de la question de la dignité, de ce qui est considéré comme la justice ou l'injustice sociale, c'est cette idée qu'il y a il y a 87% de CDI, la main-d'œuvre qui est en CDI, il y a 13% en contrat précaire, c'est pour la plupart pour les jeunes. Et en plus, des contrats courts, hein, c'est-à-dire qu'on a j'enseigne, j'ai des étudiants qui font des stages. J'ai eu il y a quelques années un étudiant qui était en stage, en DRH, Direction des ressources humaines. C'est lui qui négocie au nom de l'entreprise avec les syndicats. Et il n'était pas payé pour ça. Bon, je lui ai dit d'arrêter tout de suite parce qu'en plus, il se sentait pas très bien. C'est-à-dire qu'il y a aussi des effets d'aubaine. Il ne faut pas oublier que, comme le disait Antoine Lyon-Camp autrefois, la politique d'insertion au nom de la politique de l'insertion, on a détricoté en partie le code du travail. Et ça, je crois que c'est un des éléments qui est très sensible. Alors, ce n'est pas la gauche simplement, hein, mais il y a une continuité en la matière. Alors, ce n'est pas la première fois que la gauche perd sa jeunesse. Bon, ou la jeunesse. Mais justement, vous employez le mot perdre, Benjamin Lucas. Est-ce que c'est vraiment une fracture entre ce gouvernement, mais donc le président François Hollande et la jeunesse, ou est-ce que c'est possible encore justement de rabébaucher tout cela? D'abord, moi je crois qu'il est toujours possible de faire des efforts et toujours possible que ça aille mieux, puisqu'on sera toujours plus efficace en 14 ou 15 mois au pouvoir qu'en 14 ou 15 ans dans l'opposition. Donc il faut se saisir de ça. Et moi, c'est notamment le sens d'une tribune que j'ai publiée il y a quelques jours qui appelait à une nouvelle synthèse à gauche. Je crois que la gauche a toujours été l'histoire de plusieurs courants de pensée, de plusieurs familles, et la gauche est multiple, elle est diverse, les communistes, les écologistes, et chez les socialistes, elle est très diverse. Ouais. Mais que justement, François Hollande excellait dans un art quand il était premier secrétaire, qui était l'art de la synthèse. Ça lui a été beaucoup reproché. Moi, je pense que c'est bien, que les compromis, c'est bien, que être capable de rassembler la gauche, c'est aussi une condition pour éviter que dans ce pays, soit la droite ou l'extrême droite qui l'emporte. Simplement, pour la rassembler, il faut des bases communes. Il faut redéfinir un cadre commun dans lequel nous pouvons nous rassembler. Et que ce cadre, il ne peut pas être celui d'une adaptation au libéralisme, il ne peut pas être celui d'une fuite en avant libérale. Il y a toujours eu... à votre avis. Hein. Et on verra, est-ce que j'imagine que vous ne vous lancez pas dans des estimations en nombre pour la manifestation du 9 mars, non? Vous avez une idée? Non, moi je vois ce que je ressens partout où je vais, c'est une vraie, effectivement, un vrai sentiment de colère face aux injustices, face aux inégalités, une vraie aspiration à l'égalité chez les jeunes, une génération qu'on a beaucoup décrit comme la génération Le Pen. Et on est en train de voir qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est une génération qui est déçue par la façon dont on fait de la politique, qui ne perçoit plus forcément la différence entre la gauche et la droite, mais qui a envie de s'engager, qui a soif d'engagement, soif d'égalité. Donc, je ne sais pas, j'ai fait le mouvement sur le CPE, je me suis engagé à ce moment-là dans les premières mobilisations, on n'était pas nombreux. Puis ensuite, moi, je pense qu'il y a une chose, c'est que j'espère, et comme il faut garder l'optimisme de la volonté, j'espère que le gouvernement aura la sagesse, du coup, de retirer ce projet et de rediscuter ensuite avec toutes celles et tous ceux qui ont fait notre victoire de 2012. Nous verrons ce qu'il en sera. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour ce débat et cette analyse. Restez avec nous. Une parenthèse à présent dans cette émission, comme tous les jeudis. Eh bien, c'est la chronique d'actualité, mais tout en dessin. Et on accueille notre caricaturiste Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Eh bien, bonsoir Beaucoup Sonia. d'actualité cette semaine. Oui, bonsoir à tous. Tout juste rentré de Polynésie et d'Amérique du Sud, François Hollande s'est donc dirigé au Salon de l'Agriculture. Donc adieu collier de fleurs et bonjour les mots fleuris. Je ne sais pas si on va voir le dessin. On le voit bien, donc avec les onomatopées qui se baladent à droite et à gauche. Donc c'était vraiment du langage fleuri. L'agriculture est en crise, vous le savez, donc et les agriculteurs se sont fait entendre. Le démantèlement de la partie sud de la jungle de Calais a donc commencé. Et pour l'espace dégagé, plusieurs projets sont à l'étude, dont un, on pourrait peut-être imaginer une place pour les migrants venant des USA si Trump gagne les élections, peut-être dégager un peu le terrain. Je crois qu'il y en a déjà qui envisagent d'aller au Canada. Bien.
Après la loi sur la déchéance de nationalité, le projet de loi sur le travail secoue le PS et fait sortir aussi Martine Aubry-Dubois. On en avait déjà parlé la semaine dernière. On est donc loin du congrès d'Épinay, souvenez-vous, en 71. Et puis mort peut-être en 2016, on verra bien. C'est un petit jeu de mots, voilà. Tennis. Il va arracher les dernières pétales, peut-être la jeunesse, on verra. Ah ben on verra, oui, tout à fait. On verra bien. Mais ils sont sportifs, parce ils vont peut-être regarder le tennis aussi, parce que demain, la Coupe Davis commence en Guadeloupe. Donc on souhaite une bonne chance à l'équipe de France de Guadeloupe, à Noah, en espérant un bon revers pour taper enfin le virus Zika. Les élections en Iran voient l'essoufflement donc des conservateurs. C'est une bonne nouvelle pour le président Rouhani et pour la mise en place des réformes. Seulement, Salman Rushdie, lui, qui a vu sa prime sur sa tête augmenter de 600 000 $, est moins optimiste. Il y a quand même un autre courant beaucoup plus difficile en Iran. Après sa chute dans sa douche, on est content de retrouver en pleine santé notre ministre du Travail, Myriam El Khomri. Vous avez une information sur un éventuel mini-remaniement, non? Non, mais j'ai une information du côté de l'ex-ministre de ce poste. Il m'a confié, François Rebsamen, qui lui était également soulagé parce qu'il aurait pu glisser dans la baignoire aussi. C'est une blague, bien sûr. Rencontre ce jour entre Hollande et Cameron. On en a parlé aujourd'hui. Les Britanniques, donc, sortent leur carnet de chèques et débloquent 22 millions d'euros pour aménager Calais. Moi, j'imagine un des projets de Cameron, peut-être, construire non pas l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais Notre-Dame de Calais et organiser des vols directs pour partout, mais sauf à Londres. Voilà. Merci beaucoup Hervé Vaudrey. Je vous dis à jeudi Sonia. prochain. Oui, avec plaisir. Il est 23h, à suivre les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. « 34e sommet franco-britannique aujourd'hui à Amiens. La crise migratoire à Calais a été le sujet numéro 1 des discussions entre David Cameron et François Hollande. Le Premier ministre britannique a rappelé que Calais n'est pas une salle d'attente pour migrants. Clotilde Hazard. 22 millions pour renforcer la sécurité à Calais. C'est la somme que David Cameron s'engage à débloquer. À Amiens, le Premier ministre britannique est resté ferme. La Manche doit rester infranchissable pour les migrants. Nous avons des frontières solides, nous les surveillons ensemble pour dire aux gens qu'ils devraient demander l'asile en France et s'ils ne le font pas, ils devraient retourner dans leur pays. Seule concession, les mineurs isolés pourront rejoindre leur famille outre-Manche, mais seulement celles déjà régularisées. Cette nouvelle aide financière est la bienvenue pour Calais où la situation ne cesse de s'enliser. La France gère au quotidien la sécurisation du port et du tunnel sous la Manche, mais aussi l'accueil de migrants, toujours nombreux et décidés à rejoindre le Royaume-Uni. Sur fond de campagne pour le référendum sur le Brexit, François Hollande a tenu à rappeler l'importance du rôle de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne à l'heure de cette grave crise migratoire. Ma responsabilité, c'est de travailler avec le gouvernement britannique pour que nous puissions trouver les meilleures solutions pour traiter la question des réfugiés, parce que ce qui est en cause, là, ce n'est plus simplement la présence d'un pays dans l'Union européenne, c'est l'Europe elle-même qui est en danger. Les deux pays ont par ailleurs renforcé leurs relations bilatérales par la signature d'un contrat d'armement et d'énergie. Et puis notez cette phrase qui nourrira bien des commentaires. Ne venez pas en Europe. C'est l'appel lancé par Donald Tusk, le président du Conseil européen en visite à Athènes. Ne risquez pas vos vies et votre argent. Tout cela ne servira à rien, a-t-il ajouté. À Calais, les migrants n'ont qu'un seul objectif, rejoindre l'Angleterre. Alors chaque jour, beaucoup d'entre eux tentent d'embarquer dans les camions poids lourds pour traverser la Manche. Notre journaliste Louis Sibyl a fait la route avec un chauffeur, un routier toujours sur le qui-vive. Regardez. Ce jour-là, Olivier Crépin transporte quelques caisses seulement. À chaque arrêt, il vérifie méthodiquement son camion. À l'affût de clandestins, un protocole ordinaire. Ils prennent des risques, ils voient vraiment pas le danger. Je pense qu'ils en ont tellement fait, il y en a encore un là-bas. Un contrôle draconien, car le conducteur et son entreprise risquent une amende de 2500 € par clandestin embarqué. Il y a un collègue qui en a eu 21 dans la remorque, c'est énorme, tout simplement en s'arrêtant 5 minutes sur un parking. Le port de Calais, un fort gardé par des kilomètres de grillage et de barbelés. Ici transitent des milliers de camions tous les jours, chaque poids lourd est inspecté. Ce chauffeur slovène a été arrêté avec 16 passagers clandestins. L'amende est salée,
20 000 € et une interdiction de séjour en Grande-Bretagne. Comme les autres professionnels du secteur, ce directeur demande une compensation financière au gouvernement. On a un sentiment parfois d'abandon et on demande d'avoir des mesures urgentes pour permettre aux entreprises de rester la tête en dehors de l'eau. Sinon, c'est là aussi, c'est des milliers d'emplois que la profession risque de voir disparaître. Les parts de marché des transporteurs routiers du Pas-de-Calais sont en baisse, moins 8% l'année dernière. Les contrôles à la frontière dévorent aussi plus de la moitié du temps de travail. Olivier Crépin aura mis plus de 16 heures pour faire 350 km. Ils appellent à la grève le 31 mars. 7 syndicats, dont la CGT, FO et Solidaire, veulent le retrait total de la réforme El Khomri. Mais l'intersyndicale est ce soir désunie. 5 autres formations veulent, elles, renégocier le texte. Clotilde Hazard. La mobilisation syndicale contre la loi El Khomri se fera en ordre dispersé. Aujourd'hui, la ministre du Travail recevait plusieurs représentants, divisés entre ceux réformistes favorables à des amendements sur le texte et ceux pour un retrait pur et simple. On n'était pas dans une démarche d'amendement du projet de loi, donc nous on n'a rien à demander à la ministre, sauf à lui dire que son projet de loi, il n'est pas bon, et que par contre nous avons des propositions, et qu'elle doit écouter les propositions de la première organisation qui représente les salariés dans ce pays aujourd'hui. Ce matin, à la réunion intersyndicale, seuls 5 syndicats, dont la CFDT sur 11, ont signé la déclaration commune. Face à la montée du chômage, à la montée de la précarité, à la montée de la pauvreté, il n'est pas possible de refuser de bouger. Il faut bouger, mais il faut bouger dans le sens de la sécurisation des salariés et au-delà des salariés d'ailleurs de l'ensemble des travailleurs précaires ou bien des nouvelles formes d'emploi par exemple. D'autres concertations bilatérales sont prévues du 7 au 9 mars. Manuel Valls réunira l'ensemble des partenaires sociaux le lundi 14 mars. Et puis nous avons appris la disparition de Sophie Dessus. À 60 ans, la députée socialiste de la Corrèze est décédée d'une hémorragie cérébrale. Proche de François Hollande, elle lui avait succédé dans sa circonscription de Tulle en 2012. Le chef de l'État a salué une femme qui ne se résignait jamais. Elle était la première femme députée de Corrèze. Et tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse. La revue de presse et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens et hebdo. On va commencer, Paul, par la une de Libération. Nucléaire, la sécurité atomisée. Vous voyez cette personne en une avec une tenue de protection anti-radiation. La France envisage de prolonger la durée de vie de ces centrales nucléaires. L'IB s'interroge sur la sécurité dans ces sites à haut risque. Leur surveillance est en question. Ouest France à présent. L'autre crise grecque, titre le journal. Il parle de l'afflux des migrants. Crise humanitaire, 32 000 personnes attendent de passer vers le reste de l'Europe en Grèce. Ouest France propose un reportage à Idoménie, le poste frontière entre la Grèce et la Macédoine. On passe, Paul, au Télégramme. Cette information en une du journal breton. Des maires refusent d'être mieux payés. Depuis le début de l'année, la loi oblige les maires de communes de moins de 1000 habitants à toucher le maximum de leur indemnité. Soucieux de préserver les finances locales, eh bien, ces maires ont tout bonnement refusé cette augmentation. Et une nouveauté à présent pour les agents de sécurité à la une du Figaro demain. Exactement, ils pourront bientôt être armés, Sonia. Comme les convoyeurs de fonds, les agents de sécurité chargés de la protection de sites sensibles au terrorisme auront le droit de porter une arme de poing, une expérience qui est déjà menée auprès du journal Charlie Hebdo. On finit avec les Échos. On parlait tout à l'heure du 34e sommet franco-britannique. La crise migratoire était au cœur des discussions, bien sûr, mais Paris et Londres ont aussi signé un projet de coopération militaire. Les deux pays vont investir plus de 2 milliards d'euros dans un programme de fabrication de drones de combat à l'horizon 2030. Merci beaucoup, Paul. Tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir est le président du Conseil constitutionnel sortant. Après 9 ans, il va quitter ses fonctions. Son mandat s'achève dans quelques heures et il promet de se consacrer à l'écriture, lui qui affectionne tant les romans policiers notamment, il en a écrit plusieurs. Et puis, il y a le livre de ses confidences, très attendu et redouté par le monde politique. Il a aussi et surtout changé en profondeur l'institution qu'est le Conseil constitutionnel. On en parle avec lui. Jean-Louis Debré, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-il vrai, c'est ce que vous dites, paraît-il, à vos visiteurs de la rue de Montpensier au Conseil constitutionnel, lorsque vous les raccompagnez là, ces jours-ci, jusqu'au grand escalier d'honneur de Fontaine, vous dites « vous ne me verrez plus ». Je vais disparaître des écrans radars. C'est le cas ? Oui, oui, absolument. Je ne dis pas ça C'est-à-dire que vous ne me verrez plus sur la scène politique. Ça ne m'intéresse plus.
La politique m'intéresse. Mais le spectacle aujourd'hui de la politique ne m'intéresse plus. Et je n'ai plus envie de me lancer dans une nouvelle carrière politique. On va parler en détail, et on peut dire que c'est un mot, que c'est une révolution, ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Mais encore un mot sur, justement, on ne va plus vous voir, mais on va vous entendre malgré tout, parce que beaucoup redoutent, et vous le savez, craignent même votre livre de confidence. Il paraît que c'est un regard distancié sur la politique. Non, ce sont des notes prises au jour le jour. Depuis 30 ans, je prends des notes. Et je vais commencer à les publier, alors que justement, je ne veux plus faire de politique, donc je n'ai pas besoin de plaire, et ça ne me fait rien de déplaire. C'est ce qui inquiète, justement. Quoi? C'est ce qui inquiète, justement. Mais les gens n'ont pas à être inquiets s'ils n'ont rien à se reprocher. Est-ce que votre devoir de réserve, que vous nous avez souvent opposé à nous, journalistes d'ailleurs, lors de votre mandat, est-ce qu'il vous a pesé? Est-ce que c'est bon de retrouver dans quelques heures, je crois que c'est demain, votre liberté? Le devoir de réserve, il reste toujours. Car je n'ai pas jamais à parler du délibéré et de la façon dont les membres du Conseil ont voté. Et le livre, il n'y aura aucun secret concernant le délibéré. Simplement, comme j'avais un devoir de réserve, comme je ne pouvais pas répondre à votre invitation, je me convoquais tous les soirs devant mon ordinateur et j'inscrivais ce que j'avais vu dans l'après-midi, mes réactions, mes humeurs et parfois mes mauvaises humeurs. On va parler de ce livre, on va revenir justement à la révolution du Conseil constitutionnel. Quand on dit qu'il a changé, c'est une révolution. Je crois savoir, dites-moi si c'est le cas, que durant les 5 dernières années, il a rendu plus de décisions, ce Conseil constitutionnel, qu'en un demi-siècle. Qu'un demi-siècle. C'est le cas? C'est exact. En 5 ans, nous avons rendu plus de décisions que le Conseil n'avait rendu en 50 ans. Avec le même nombre de personnes, 60, et avec un budget que depuis 5 ans, j'ai fait baisser, comme le note d'ailleurs le rapport de la Commission des finances du Sénat, de 24,8%. Oui, c'est une révolution, mais c'est une révolution légale, car ce sont les députés et les sénateurs qui, dans la réforme de la Constitution, ont permis cette révolution. Alors, la révolution a été réussie parce qu'il ne s'agit pas de dire « on fait la révolution », nous l'avons fait dans la réalité. Et depuis 5 ans, 6 ans, 5 ans, QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire la possibilité de contrôler d'un citoyen, d'un justiciable, lorsqu'on lui oppose une loi, de dire, attends, avant de m'opposer cette loi, regardez si elle ne porte pas atteinte aux droits et aux libertés. Depuis 5 ans qu'elle est en application, nous avons ce matin rendu la 540e QPC. C'est-à-dire que nous en avons plus de 100 par an. En plus de la saisine par le président de la République, le Premier ministre, 60 députés, 60 sénateurs, le président de l'Assemblée, le président du Sénat. Donc oui, on intervient beaucoup et de plus en plus. Et cette réforme avait été votée sous Nicolas Sarkozy. Absolument, a été votée par les constituants, c'est-à-dire les députés, sénateurs à Versailles. Est-ce que vous croyez, Jean-Louis Debré, que votre successeur, Laurent Fabius, est un réformateur, qu'il va s'inscrire dans cette continuité pour maintenir, justement, éveiller la grande institution de la rue de Montpensier, qui peut être rapidement la belle endormie? Non, je ne sais pas. Simplement, une institution qui n'écrit pas son histoire est une institution qui se recroqueville. L'histoire des dernières années du Conseil constitutionnel, c'est l'histoire de la QPC, c'est l'histoire de cette révolution. C'est un contrôle, nous contrôlons la loi par rapport à la Constitution, par rapport au préambule de la Constitution de 1946, par rapport à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Mais il y a une autre histoire à écrire. Cette autre histoire, c'est la réforme du Conseil lui-même, et c'est de passer du contrôle de constitutionnalité au contrôle de conventionnalité. Ma question est, est-ce que vous croyez que Laurent Fabius, que vous connaissez bien, est un réformateur? Madame, je ne juge jamais les gens a priori. Je laisse ça au procureur. C'est une question, c'est une simple question. Mais la première réforme, justement, à faire, peut-être pour Laurent Fabius, aux questions qu'on peut se poser, celle de savoir pourquoi, Jean-Louis Debré, cette institution se doit d'accueillir tous les ex-présidents. D'autant plus que, puisque vous parlez des QPC, souvent, ils ont à débattre et à se prononcer sur des QPC avec des lois signées sur leur propre autorité. Alors ça, ils peuvent pas siéger à ce moment-là. Si vous voulez, c'est un vestige du passé. C'est un vestige du Conseil constitutionnel où, en 1959, lorsqu'on l'a créé,
le général de Gaulle s'est dit, il y a un salon d'anciens présidents de la République, on ne peut pas les laisser sans occupation. Et c'était Vincent Auriol, et c'était René Coty qui avait été élu après 13 tours de scrutin, et qui était vice-président du Conseil général du Havre, jeune sénateur, il n'y avait pas de retraite, et le général de Gaulle avait dit c'est pas digne. Oui, mais je note que vous avez dit vestige du passé. Donc pour vous, il faut absolument faire cette réforme. Oui, mais ça, et je pense, et je l'ai dit et redit à plusieurs reprises, le temps est arrivé, puisque nous sommes devenus une juridiction, que les anciens présidents de la République n'y siègent plus. Mais il faut une réforme de la Constitution. Donc par exemple, François Hollande pourrait ne plus y siéger, ou bientôt, ou dans quelques années. Je pense que, peu importe les noms, aujourd'hui, ils n'ont plus leur place. D'ailleurs, l'activité du Conseil est devenue très importante. Il y a une année, en 73, où ils ont contrôlé 3 lois. Nous en faisons 150, avec des lois qui sont de plus en plus illisibles. Ce n'est plus compatible avec l'emploi du temps d'un ancien président de la République. C'est une réforme importante, donc je crois que c'est une réforme essentielle, présidents. Oui. Vous voulez réformer cette maison? Enfin, vous l'avez réformée. Vous m'avez dit tout à l'heure, je ne veux pas être un juge. Mais justement, certains vous ont reproché, Jean-Louis Debré, peut-être une gourmandise, avoir toujours plus de prérogatives, de pouvoir. Vous êtes le pouvoir, dit-on, hein, au-dessus du pouvoir, une sorte de cour suprême, comme un petit peu aux États-Unis. Vous le récusez? Nous n'avons le pouvoir que celui que nous donne le législateur, c'est-à-dire les députés et les sénateurs. Nous ne sommes, vous savez, notre ustensile important au Conseil constitutionnel, ce n'est pas le crayon. Nous n'avons pas à écrire les lois. Nous avons une gomme pour effacer ce qui pourrait porter atteinte aux droits et libertés. Mais pourquoi avons-nous de plus en plus de pouvoir? C'est ça la question. Pourquoi? Je vais vous donner un chiffre, 2 chiffres si vous permettez. Il y a 10 ans, pour transcrire dans le journal officiel l'ensemble des lois votées par les députés et sénateurs, il fallait 1 700 000 caractères. 10 ans plus tard, il faut 3 800 000 caractères. On invente sans cesse de nouvelles lois. C'est-à-dire que nous avons des lois aujourd'hui qui font 140 pages, nous avons des articles qui sont imprécis, on vote trop vite la loi, et par conséquent, plus la loi est imparfaite, plus on laisse aux juges, et notamment au juge constitutionnel, la possibilité d'intervenir. Mais nous ne sommes pas, parce que je sais que vous allez me poser la question, nous ne sommes pas le gouvernement des juges. Car contrairement aux États-Unis, nous ne nous saisissons pas. Nous devons être saisis. Et nous sommes saisis parce que le législateur a permis cette saisine. Et donc vous dites, mais ça c'est un débat, on a l'impression qu'en France c'est vieux comme le monde, stop à l'inflation des lois, on a l'impression, Jean-Louis Debré, qu'on perd même l'essence, la notion de loi. D'ailleurs, si on s'intéresse au décret d'application, on remarquera que gauche et droite votent beaucoup des lois d'affichage. Oui, concrètement, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont appliquées? La loi est devenue un objet de la communication politique. Il y a un drame, il y a une difficulté, on fait une loi. Peu importe son application. C'est une réponse à l'anxiété, à l'angoisse. Et c'est une manière pour le politique de montrer qu'il est toujours dans la course. Mais nous constatons souvent que ces lois votées à la suite de débats enflammés ici ou au Palais Bourbon, dès que le débat est terminé... Ça fait pchit. Ça fait pchit, il n'y a pas de décret d'application. C'est ça le problème. Et la crise de la loi, elle est là. Au surplus, la loi, elle est là pour fixer des normes. Si on se souvient des grandes lois de la Troisième République notamment, où la loi, le droit de vote s'exerce dans le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, la liberté d'association, c'est qu'on fixait des normes précises. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne fixe plus de normes, on bavarde. Alors Jean-Louis Debré, vous arrivez, et de bavarder, c'est pas le mot, mais de débattre de manière intense dans le Conseil, au Conseil constitutionnel. Peut-être que les débats les plus passionnés, vous allez me dire si c'est le cas, ça a été le mariage pour tous. Je peux citer aussi un thème important, c'était les pensions des anciens combattants qui ont servi la France. Décristallisation des pensions. Voilà. C'est-à-dire mettre au même niveau les pensions des anciens combattants qui ont servi la France. Je vais peut-être prendre le mariage pour tous.
pour bien montrer que ça a été un débat difficile, mais pas le plus difficile. Le Conseil constitutionnel n'est pas une institution morale ou religieuse. Nous n'avons pas à dire si c'est bien ou si c'est mal. D'accord? Bien, pas de jugement moral. Nous ne sommes pas là pour dire le législateur ne devait pas faire cette loi. Il l'a faite, elle est là. Nous n'avons pas l'opportunité de la loi. Nous n'avons pas à nous dire, est-ce que cette loi ne va pas entraîner d'autres lois? Je sais pourquoi vous dites ça. Vous avez été très critiqué pour la loi sur le harcèlement sexuel. Oui, mais laissez-moi terminer. La seule question que nous sommes posées sur la loi sur le mariage pour tous, est-ce que permettre à 2 hommes ou à 2 femmes de se marier, est-ce que ça enlève des droits et des libertés aux autres? Non. Et par conséquent, il n'y avait rien d'inconstitutionnel. Alors le débat était politique, il n'était pas constitutionnel. La loi sur le harcèlement sexuel, oui, nous l'avons annulée. Vous avez annulé cette loi? Oui, pourquoi, madame? Pourquoi? Faites attention. On a eu du mal à comprendre, dites-nous. Oui, parfois on ne veut pas comprendre. Il était indiqué qu'est punissable du délit de harcèlement sexuel tous ceux qui font du harcèlement sexuel. Or, il y a un principe, hérité de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l'homme, que tout délit, tout crime doit être défini, les éléments constitutifs de l'infraction. Sinon, c'est l'arbitraire du juge. Eh bien, nous avons dit aux législateurs, vous pouvez décider qu'il y aura un délit de harcèlement sexuel. Mais dites dans quelles conditions, dans quelles circonstances, afin qu'il n'entraîne pas l'arbitraire du juge. Alors tout cela, vous allez peut-être le raconter, Jean-Louis Debré, dans votre livre. Il va être aussi question des anciens présidents, j'imagine, Nicolas Sarkozy. Je vais en parler, mais d'abord, Jacques Chirac, dont vous êtes un fidèle depuis toujours. Vous lui avez consacré il n'y a pas si longtemps un livre, Le Monde selon Chirac. Vous avez relu et relié sur le fond tous ses discours. Il y en a beaucoup, une somme considérable. Aujourd'hui, depuis quelques années, sa popularité, elle est intacte. Aujourd'hui, Jacques Chirac, comment vous l'expliquez ? D'abord, c'est une grande tradition en France, lorsqu'on n'est plus au pouvoir, on devient populaire. Mais tous ceux qui ne sont pas au pouvoir ne sont pas forcément populaires. C'est parce que les Français ont le sentiment que c'était un homme qui les comprend. C'était un homme comme eux. C'était un homme qui aime les autres. Et alors que, généralement, souvent, certains politiques n'aiment qu'eux, Chirac, il aime les autres. Et ça, dans ce monde qui est difficile, aujourd'hui, ce sentiment d'avoir un homme qui les comprend, qui les regarde. Voilà. C'était un homme, oui, proche des autres. Est-ce que vous lui trouvez des points communs avec l'actuel président ou l'ancien président, Nicolas Sarkozy? Non, là, si vous voulez, ce jeu de devinettes ne m'intéresse pas. C'est une question. Chaque président a sa personnalité. Par conséquent, quel qu'il soit, pour moi, c'est le président de la République. Et donc, il faut le respecter. Les proches de Jacques Chirac, sa fille Claude, son gendre Frédéric Salabarou, que nous avons reçu à votre place il y a quelque temps, tous, à l'exception de Bernadette Chirac, sont derrière Alain Juppé. Est-ce que c'est toujours, là c'est une question simple, est-ce que c'est toujours, et pour reprendre une phrase de Jacques Chirac, le meilleur d'entre vous? Écoutez, je viens de vous dire, vous êtes très très habile. Absolument pas, mais je croyais que vous n'étiez plus soumis quand même au droit de réserve sur la scène politique. Je ne veux pas me prononcer sur la primaire. D'abord, jusqu'à demain, je suis dans mon devoir de réserve. Vous ne parlez pas de la primaire? Oui. Est-ce que c'est le meilleur d'entre vous, tout simplement? Écoutez, Chirac a déclaré ça à Strasbourg. Est-ce qu'il a eu raison, Chirac, de le dire? C'est valable aujourd'hui? Je n'ai pas à qualifier. Alain Juppé est quelqu'un de tout à fait exceptionnel, comme beaucoup d'autres. Qu'est-ce que vous reprochez le plus aux responsables politiques aujourd'hui, d'une manière générale? Parce que vous dites, j'ai un regard distancié. Vous, vous avez quand même occupé les plus beaux postes de la République. Oui, c'est ce que je n'arrive pas très bien à comprendre. C'est que nous vivons aujourd'hui dans un pays confronté à des défis terribles. Terrorisme, le chômage, la désespérance. On désespère de ne pouvoir espérer. Et quel spectacle donne aujourd'hui le monde politique? C'est un spectacle de décomposition, de division, de petites phrases, d'attaques sournoises. Est-ce que les Français ont besoin de ça? Je rêve, moi, face à ces défis, qu'il y ait un rassemblement. Et donc quelqu'un qui fasse ce rassemblement? Chacun peut le faire. Oh, ouais, pas tous les citoyens.
tous les responsables politiques peuvent tout d'un coup... Vous ne me répondrez pas là-dessus, mais vous avez employé, vous avez dit terrorisme, il y a une situation évidemment qui est très grave, une menace qui est permanente, et il y a tout un débat qui arrive au Sénat après l'Assemblée sur la déchéance de la nationalité. La question est toute simple, faut-il y toucher justement pour le constitutionnaliser? Je ne vous répondrai pas sur cette question, c'est au législateur de prendre ses responsabilités. Jusqu'à demain, je suis président du Conseil constitutionnel. J'aurais dû vous inviter demain. Non, mais je dirais, en plus, c'est pas la fonction du Conseil constitutionnel, il n'est pas de dire ce qu'il faut faire. Nous n'avons pas Je demande à l'homme, Jean-Louis Debré, aux politiques, c'est un sujet qui nous touche tous, qui a créé un débat passionné chez les Français. Attendons le débat et que les représentants de la nation... C'est pas une manière de se dérober? Non, non, que les représentants de la nation prennent leurs responsabilités. Alors Jean-Louis Debré, dans quelques heures, vous ne serez plus le président du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée de Jean-Louis Debré qui n'est plus président du Conseil constitutionnel? Écoutez, je ne sais pas encore, puisque ce n'est pas le cas, mais vous y avez pensé je vais un peu écrire, parce que j'adore écrire. J'ai un livre qui sortira dans quelques mois, puis j'en ai un autre qui devrait sortir, un dictionnaire amoureux de la République, et puis je veux me relancer dans le roman policier. Voilà, je vais écrire. Libre, je n'attends rien de personne. Je n'attends ni place, ni honneur. Je veux simplement, c'est pour ça que je veux disparaître. Libre avec quelques quand même, nuances. Avec pas des réponses à toutes les questions. Vous reviendrez peut-être pour la les réponses en pointillé. La liberté, c'est de ne pas répondre. Répondre. Merci en tous les cas d'avoir pris la liberté d'accepter notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir, Jean-Louis Debré. On arrive presque à la fin de cette émission, mais d'abord, comme d'habitude, c'est le zapping et les moments choisis sur Public Sénat. Il faudra sans doute, il faut le dire, que le consommateur accepte aussi de payer un tout petit peu plus cher, quelques centimes de plus, les produits qu'il a dans son assiette pour être garanti bien sûr de la qualité. Parce que la course au prix bas, c'est finalement le prix qui tue l'emploi, qui tue nos territoires, qui fragilise nos producteurs, qui fragilise nos entreprises de l'alimentation. Et il faut sortir de cette logique. L'agroécologie, on a vu ce terme-là apparaître un petit peu avec un certain ministre de l'Agriculture. Ah bah c'est Stéphane Le Foll, on peut le citer. Voilà. Lui, il appelle ça de l'agroécologie. Moi, j'appellerais ça un petit peu dans mon jargon du bon sens paysan. Un paysan, un agriculteur qui ne respecterait pas la nature n'est pas un paysan digne de ce nom. Il y a un gros lobbying de firmes liées à un modèle dominant, on doit le dire, et qui joue un rôle contraignant sur les politiques. Moi, mon discours, c'est de dire il est temps qu'on fasse nous aussi notre transition politique et que véritablement on entende tout le monde, mais on soit aussi en notre âme et conscience capable de prendre les décisions allant dans le sens du bien commun, de l'intérêt général, de l'intérêt des générations futures. J'aime pas trop ce débat autour des lobbies. Que des personnes défendent leurs intérêts, c'est normal. Voilà, c'est juste normal et on le fait tous. Donc le rôle du politique, c'est d'avoir une vision pluraliste et contradictoire. Il faut recevoir un maximum d'acteurs et ensuite se faire son avis. Julien était sommelier, Laure caviste. Ils ont tout quitté il y a 4 ans, après avoir déniché ces 4 hectares de vignes d'altitude. C'est ainsi qu'a vu le jour leur domaine Monts et Merveilles. Ces anciens citadins ont fait le choix d'une agriculture biodynamique, une agriculture où le sol redevient l'élément central et vivant, aux antipodes d'une terre sous perfusion d'engrais chimiques. Je dirais que la biodynamie, c'est déjà agir en quelque sorte en bon père de famille et ne pas considérer son sol comme un simple substrat, mais comme un élément, je dirais, vivifiant pour la plante. Sport en fait, c'est de la coupe de vitesse de bois, c'est ça? C'est ça, c'est un sport de bûcheron à l'origine, donc qui vient des États-Unis, et l'objectif étant de couper des billes de bois le plus rapidement possible. Donc ça, c'est l'épreuve à la tronçonneuse. Ensuite, ils vont couper à la hache. Voilà, on l'entend, c'est à la tronçonneuse, vous voyez, c'est impressionnant en fait. Donc c'est un relais auquel on assiste, c'est ça? Une équipe de plusieurs. Effectivement, là c'est un relais.
Donc c'est 4 disciplines différentes qui vont s'enchaîner les unes derrière les autres. La forêt française a considérablement augmenté en superficie au cours des 30 ou 40 dernières années, bien plus que par le passé. Et chaque année, en termes de volume, l'accroissement naturel de la forêt n'est valorisé qu'à hauteur de 50%. Il faut vraiment qu'on se réapproprie l'exploitation forestière. Chaque fois qu'on coupe un arbre, c'est bon pour la planète aussi. Parce que, on y reviendra, vous l'avez dit, mais c'est un sujet essentiel. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut laisser vieillir cette forêt et quelque part, ça ne correspond pas du tout à ce qui est nécessaire pour la planète et ça ne correspond pas non plus au marché de la forêt. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Demain, votre rendez-vous, c'est Territoire d'info. L'invitée, c'est la sénatrice de Paris, Marie-Noëlle Lienemann. Moi, je vous dis à lundi pour vos débats, décryptage et une nouvelle semaine de grands entretiens. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie, bien sûr.